Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce démarrage de deuxième journée du World Forum for Responsible Economy. Et je remercie déjà nos intervenants de ce matin qui viennent nous parler d'une mobilité décarbonée pour le quotidien. Je vous laisserai vous présenter en 2 mots tout à l'heure. On remercie aussi Amélie Lumeau qui est en live, en visio, et qui va nous rejoindre pour une intervention juste après. Aujourd'hui, on a à peu près, on a un petit peu moins de 2 heures pour échanger sur le sujet de la mobilité décarbonée. Alors pourquoi mobilité décarbonée? Parce qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est quand même, on se déplace tous les jours avec une moyenne de 3 déplacements par personne et par jour, et 75% des déplacements quotidiens sont réalisés en voiture. Donc, on a quand même un enjeu de transition énergétique à essayer de changer de mode de transport, ou en tout cas avoir des voitures qui vont moins consommer, être optimisées. Donc aujourd'hui, on va parler à la fois de la mobilité du quotidien pour les collaborateurs des entreprises et aussi la mobilité du quotidien pour un public plutôt particulier, puisque ce sera les locataires de Partenor Habitat, qui est un bailleur social et qui nous présentera avec EDF son projet très innovant sur une mobilité décarbonée pour le quotidien. Donc je vais vous laisser la parole peut-être pour faire un petit tour de table. Amélie Lumeau se présentera avant son intervention pour éviter les allers-retours avec la visio. Donc Loïc, je te laisse... Merci. Bonjour, je m'appelle Loïc Pinchard, je suis responsable RSE pour une filiale du groupe Société Générale qui s'appelle CGI Finance, et nous sommes un établissement financier sur Marc-en-Barœul. Voilà. Bonjour, je m'appelle Aurélie Botquin, je travaille au service innovation pour Partenor Habitat, qui est un bailleur social, le bailleur social du département du Nord. Bonjour, Emmanuel Coulot, je travaille chez EDF. Je suis en charge d'accompagner les collectivités locales dans leurs projets de transition énergétique ainsi que les entreprises et les émanations des collectivités locales que peuvent être les bailleurs sociaux. Merci à tous les trois. Du coup, petit rappel aussi en termes d'organisation. Donc, les personnes qui voient cet atelier en live sont invitées à poser des questions. Donc, il y a un petit module de chat, en tout cas, qui a été développé sur la plateforme pour poser des questions. Et elles nous reviendront en direct. Donc, n'hésitez pas à les poser pour qu'on ait le plus d'interaction possible avec le public, malgré la distance. Alors, que dire d'autre sur la mobilité durable ? Donc on a un enjeu de décarboner, de changer vraiment les habitudes des Français, des Européens et d'ailleurs. En tout cas, on a vraiment cet objectif-là. Et on va tout de suite donner la parole à Amélie Lumeau, qui a participé, au nom du groupe Aéroports de Paris, à un groupe de travail sur les mobilités soutenables. Donc Amélie, je pense que vous êtes normalement bien connectée. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Bonjour. Bonjour Amélie. Bonjour, ravie d'être parmi vous. Donc Amélie Lumeau, directrice du développement durable et des affaires publiques du groupe Aéroports de Paris. Mes excuses de ne pas pouvoir être présente physiquement. Merci beaucoup en tout cas de vous être rendu disponible. Du coup, quand on échangeait, vous m'expliquiez en quoi les aéroports de Paris soutenaient, en tout cas étaient intéressés et avaient une stratégie reliée à la mobilité décarbonée par rapport au quotidien. Si vous pouvez nous dire quelques mots dessus. Oui, en effet, la mobilité du quotidien, c'est un très gros sujet pour nous, compte tenu notamment de l'implantation géographique de nos aéroports dans des zones périurbaines à proximité de Paris, mais pas complètement connectées à la capitale. Et donc, on a un triple défi lié à cette mobilité du quotidien. Le premier défi, c'est évidemment un défi écologique, donc c'est celui de réussir notre transition énergétique qui inclut bien entendu les déplacements des salariés et des passagers. Mais c'est aussi un enjeu social. C'est un enjeu social. Aujourd'hui, on a un vrai défi sur l'accès des habitants des régions proches des aéroports aux emplois des aéroports. Et ça nécessite en fait de lever les barrières physiques à l'emploi. Et la première d'entre elles, c'est vraiment l'accès. Le taux d'équipement des ménages en voiture individuelle n'est pas si élevé, c'est un coût réel. Et donc, pour donner accès à l'emploi aéroportuaire, on a vraiment besoin de trouver des modalités autres que la voiture individuelle pour donner accès aux...
Et puis ensuite, le dernier enjeu, donc au-delà de l'écologie et du social, c'est bien sûr celui de la qualité de service. Donc c'est la qualité de service pour les passagers, puisque en fait aujourd'hui, on est dans des situations dans lesquelles il peut y avoir 1h30 pour venir de Paris en temps normal, hein, bien sûr, pas en temps de pandémie comme aujourd'hui, pour accéder aux aéroports. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment inacceptable en termes de qualité de service. Donc on est vraiment mobilisé pour ces 3 raisons sur la question des mobilités du quotidien. Merci, ça résume assez bien les enjeux liés au système du tout voiture, hein, où on a vraiment des enjeux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants, d'encombrement des routes et d'accès aux services quand on n'a pas de voiture. C'est beaucoup moins facile de s'organiser la plupart du temps. Du coup, suite à ce constat-là, vous vous êtes impliqué dans un groupe de travail auprès du Forum Giverny. Est-ce que vous pouvez nous raconter quels étaient les objectifs de ce groupe de travail et qu'est-ce que vous en avez ressorti ? En fait, l'objectif de ce groupe de travail, c'est de pouvoir travailler avec d'autres acteurs parce que le propre aussi des questions de mobilité, c'est que l'employeur est en difficulté de faire des choses seul. On atteint un peu nos limites de compétences quand on parle de la décarbonation des mobilités à l'extérieur de l'emprise aéroportuaire. On est à l'interaction avec d'autres maîtres d'ouvrage, on est à l'interaction avec des collectivités, et bien sûr, il y a toute la question du poids individuel de la personne qui compte aussi pour réussir cette décarbonation. Donc, ce qu'on a souhaité par le Forum de Giverny, c'est pouvoir nouer un dialogue avec d'autres acteurs qui portent justement cette autre préoccupation de l'entreprise et de pouvoir aussi, bien sûr, ensuite s'adresser à l'État. Le propre de la démarche du Forum de Giverny, un certain nombre de propositions qui sont remises à l'État de manière à pouvoir donner lieu à des actions par l'État régulateur. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup apprécié. Bien sûr, au-delà de nous mettre en relation avec d'autres acteurs, de confronter les points de vue, ça nous a aussi obligés à sortir de notre zone de confort. Nous, on a co-présidé ce groupe sur les mobilités durables avec le Shift Project, quelque chose qui a beaucoup fait réagir, notamment dans les médias, le fait que l'aéroport de Paris collabore avec le Shift Project, c'est quelque chose qui a été très réussi. On en est vraiment content. En tout cas, au-delà de réussir à tenter des solutions qui dépassent le périmètre de l'employeur seul, ça oblige bien sûr aussi à amener vers des idées vers lesquelles on ne serait pas forcément allé spontanément. Alors, je crois qu'on a un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu de l'ordinateur et refaire la dernière phrase ? Je suis désolée, hein. Merci. Pas de problème. Ma dernière phrase, je pense que c'était le fait de dire que justement l'intérêt de cette démarche-là, ça avait été à la fois cette démarche multi-acteurs et puis le fait de sortir de notre zone de confort et d'aller vers des solutions qu'on n'aurait pas forcément imaginées si on avait réfléchi en chambre, sans cette émulation, à la fois avec le Shift Project et avec d'autres acteurs. Alors c'est vrai, peut-être un petit point sur les acteurs qui ont participé. Donc il y avait à la fois des experts de l'ADEME, il y avait une personne qui faisait sa thèse sur la mobilité décarbonée, il y avait des experts de la voiture électrique, des experts aussi des services numériques pour la mobilité. Réseau Alliance aussi était présent. Et puis on avait, alors je sèche, hein, il y avait WeMove aussi qui travaille sur la mobilité inclusive. Donc vraiment plein de points de vue différents. Et des opérateurs de la mobilité comme SNCF et Keolis également en complément de cet acteur. Et alors du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Comment est-ce que vous pourriez résumer le type de propositions qui ont été élaborées ? Les propositions qui ont été élaborées, elles avaient vocation à être bien sûr additionnelles par rapport à ce qui existe déjà dans le droit et à justement permettre d'agir à la fois sur le rôle de l'État régulateur, sur la mise en commun d'acteurs et sur l'incitation à l'individu à choisir les modes les plus décarbonés. Donc en fait, on a abouti sur 5 propositions. La première, c'est en fait de conditionner l'implantation d'une entreprise à l'élaboration d'un plan de déplacement qui permette de faire reculer le recours à la voiture individuelle pour les déplacements des salariés. Alors il faudra encore se rapprocher un petit peu de l'ordinateur, s'il vous plaît. Merci. La deuxième proposition, c'était ensuite d'avoir un suivi du plan de mobilité employeur et de publier, donc d'avoir une transparence sur les résultats atteints année après année
et d'inclure par ailleurs de manière obligatoire dans ces plans de mobilité employeur la question du stationnement en entreprise. Ceci parce qu'on considère qu'à la fois les plans de mobilité sont peut-être insuffisamment suivis dans la durée, ou en tout cas il n'en est peut-être pas suffisamment rendu compte, et par ailleurs que le biais stationnement est suffisamment utilisé aujourd'hui parmi les leviers pour essayer de limiter le recours à la individuelle, et inciter au choix individuel de l'agent. La troisième proposition, c'est d'instaurer un compte carbone pour les déplacements professionnels des employés, et là aussi de mettre en place un suivi de ce compte carbone individuel de chaque employé dans le bilan de l'entreprise, dans son document de référence. Et ensuite, deux propositions qui touchent aux incitations fiscales, donc l'incitation fiscale sur la voiture de fonction et sur les indemnités kilométriques, pour essayer de conditionner l'offre de voitures de fonction aux personnes qui n'ont pas de moyens de substitution à la voiture individuelle pour se rendre sur le lieu de travail, et ensuite pour aligner le barème de l'indemnité kilométrique sur le véhicule émetteur, de manière à inciter là aussi chaque personne individuellement à choisir plutôt un modèle moins émetteur plutôt qu'un véhicule de grande importance. Merci. On est vraiment sur des propositions qui vont dans le sens de l'État qui inciterait du coup par ces différents outils à impulser un management de la mobilité et une mobilité plus soutenable. Donc on est vraiment dans cette philosophie. Alors je ne sais pas si nos participants en présentiel ont déjà des questions ou si on a des questions du public. Je regarde Alban, notre référent digital, qui me dit que pas encore. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Amélie par rapport à ces propositions ? Bonjour. Bonjour. Juste une petite question. D'un point de vue, j'ai envie de dire, matériel, est-ce que vous avez mis des choses en place, style parc de vélo, autopartage, voyez, transformer un peu votre parking, faire des choses comme ça ? Oui, bien sûr. Donc nous, effectivement, on a transformé nos parkings par l'équipement en borne électrique notamment. On a mis en place un service d'autopartage, donc de véhicules électriques pour les déplacements professionnels des salariés, donc à l'intérieur de la journée de travail. On a effectivement mis en place des flottes et des parkings vélos pour les déplacements sur les plateformes, un plan de schéma directeur mobilité douce, donc avec un plan de déploiement aussi de pistes cyclables connectées aux collectivités autour, parce que c'est très important autour aussi, hein, c'est de pouvoir faire le lien avec les réseaux de pistes cyclables à l'extérieur de la plateforme. Donc ça fait partie des pistes sur lesquelles on travaille. Au-delà de ça, on travaille aussi sur le développement du covoiturage, donc avec les autres entreprises qui sont sur les plateformes aéroportuaires, avec lesquels on a mis en place des plans de développement de mobilité inter-entreprise et des systèmes de covoiturage partagés. Et puis ensuite, on travaille avec des partenaires là aussi, notamment avec les CCI, sur la mise en place de la demande pour les salariés, pour qu'ils puissent avoir accès, notamment en dehors des normaux des transports lourds, en fait, d'avoir accès du transport à la demande. Oui, parce que c'est vrai qu'une particularité aussi de votre activité, c'est que vous tournez au-delà des horaires de bureau et du coup des horaires classiques de passage des transports en commun. Absolument, on a à peu près 80% des employés de la plateforme au sens large, enfin des deux plateformes et Roissy, qui sont sur des horaires non conventionnels, qui sont en horaire décalé, et donc qui ont besoin effectivement de pouvoir se déplacer aussi en cœur de nuit, et c'est un de nos principaux défis pour limiter le recours à la voiture individuelle. Merci Amélie. Alors, je vois qu'Emmanuel a une question aussi. Oui, bravo, c'est bien, c'est belles initiatives. Vous avez mis en place des outils, comme beaucoup d'entreprises, on essaie de réfléchir à ces problématiques-là. Parfois, ce qui est difficile, c'est la mobilisation des salariés, c'est que les salariés adhèrent et utilisent ces services. Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de communication pour embarquer votre corps social ? Alors, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas trop compliquées. Par exemple, le service de véhicules en autopartage, c'est quelque chose qui est assez facile d'appropriation. Pour le reste, c'est à la fois effectivement la communication, faire connaître les outils, et puis bien sûr, il faut aussi réfléchir aux outils d'incitation un peu autres. On a aujourd'hui une grande réflexion sur les indemnités kilométriques,
Donc ça fait partie des propositions de Giverny, mais nous, bien sûr, on y réfléchit aussi en propre, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui peut aider aussi au comportement individuel. On a parlé aussi des missions professionnelles et du compte carbone des employés. Nous, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est une traçabilité des émissions de CO2 de chaque déplacement professionnel pour mettre en place une compensation. Et donc là, c'est un système aussi de responsabilisation de chaque individu qui reçoit l'information sur les émissions liées à son choix de déplacement et qui ensuite a une compensation qui est prise en charge par son service au sein de l'entreprise. Donc malgré tout, c'est quelque chose qui, à partir du moment où chaque prescripteur a un budget à gérer, qui peut là aussi l'inciter à être plus responsable. Donc on essaye de travailler sur ces leviers d'incitation aux choix les plus performants du point de vue de l'individu. Ce qui est ultra intéressant, c'est que là, du coup, vous touchez vraiment à deux types de déplacements. Les déplacements domicile-travail, du coup, qui relèvent plus des comportements individuels et aussi du mode de fonctionnement de chacun, et l'intégration des déplacements professionnels dans l'activité de l'entreprise avec une stratégie qui est vraiment reliée à ça. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qui commence à être défriché chez nous et on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Mais du coup, je pense qu'on pourra rééchanger aussi dessus parce qu'on a pas mal d'entreprises preneuses. Et après, je regarde mes intervenants. Ils auront certainement aussi des pistes à partager sur le sujet tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, beau sujet. C'est pas juste du comportement individuel et ça, c'est fondamental. Merci. Merci, oui. Et par rapport au dernier point que vous avez cité, c'est vrai qu'on a aussi un travail sur essayer d'inciter les passagers à avoir aussi une attitude plus vertueuse. On a moins parlé. Et c'est aussi pour ça qu'on développe, nous, les taxis à hydrogène, qui est quelque chose de nouveau. Donc, on a mis en place 2 stations à hydrogène sur nos aéroports pour là aussi pouvoir offrir aux passagers une alternative à la voiture thermique pour se rendre sur Paris. Donc, on essaie de travailler sur l'ensemble de leviers et donc on est bien sûr ravis de pouvoir discuter, d'où la démarche de Giverny. Merci Amélie. Je vois qu'Emmanuel a encore une question. Oui, je reviens sur les systèmes de covoiturage que vous avez mis en place en fédérant toutes les entreprises qui font partie de votre zone de chalandise. J'aurais aimé savoir comment ça s'est bâti. Nous, ici, sur l'île, depuis plusieurs années, on a cette ambition. Il y a un grand quartier d'affaires qui s'appelle Euralille, donc des milliers de gens qui viennent tous les jours travailler et qui repartent le soir. Et on a essayé de réfléchir en tant qu'entreprise comment on pouvait proposer un service de covoiturage un peu partagé entre les différentes entreprises. On a beaucoup réfléchi, il y avait beaucoup de bonne volonté, mais on n'a pas réussi à aboutir jusqu'à présent à quelque chose de concret. Quelle est la martingale que vous avez trouvée ou quels sont les outils que vous avez mis en œuvre pour rendre ça possible dès le démarrage et puis dans la durée? Parce qu'il faut un investissement de chaque entreprise aussi vis-à-vis de ses salariés pour animer ce type de solution. Alors en fait, on a 2 associations qui se sont constituées, une qui s'appelle Orly Pro Mobilité et l'autre qui s'appelle Air Pro Mobilité, qui sont autour de chacun des aéroports, dans lesquels il y a une forte implication des CCI qui ont vraiment beaucoup aidé dans cette démarche. Et ce sont ces associations qui sont prescriptrices notamment de la plateforme de covoiturage. Après, comme je le disais, on découvre aussi un petit peu les choses avec le temps et on constate aujourd'hui que pour que vraiment ce covoiturage se développe autant qu'il le faudrait, on est obligé de passer aussi par la refonte de ce système d'indemnité kilométrique. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit ensuite être pris par chacune des entreprises individuellement pour que ensuite ça réussisse pleinement et que les salariés soient véritablement intéressés. Mais en tout cas, c'est à la fois donc cette démarche d'association avec un porteur quand même très impliqué qui est un acteur public, parapublic, et ensuite chaque entreprise qui engage les évolutions ou les réformes nécessaires pour que derrière il y ait, et puis bien sûr la démarche de communication aussi auprès de ses salariés qui est absolument essentielle. Et vous avez créé des points de dépose ou des points de pause pour que les salariés puissent se retrouver et arriver à foisonner entre plusieurs entreprises en fonction de leurs heures de travail. Concrètement, ça se passe comment, cette rencontre entre les différents salariés, cette adéquation entre les besoins et les propositions quelque part?
Alors ça justement c'est créé sur la plateforme. En revanche ça l'est assez peu encore dans les collectivités autour et ça fait vraiment partie des choses qu'on veut développer avec les collectivités, d'avoir des points de dépose-repose dans les endroits où il y a plus de salariés qui viennent sur la plateforme. Aujourd'hui le point de rencontre il se fait comme sur une plateforme classique hein, par digital, donc voilà on inscrit son trajet, on a des gens intéressés etc. Mais on pense qu'il y a tout à gagner à effectivement au-delà de la plateforme dans les zones les plus habitées créer des points réguliers et des rendez-vous un petit peu plus connus ou prévisibles. Et ça fait partie des chantiers qu'il faut qu'on prenne à partir de maintenant. Moi, j'ai une question également. Vous avez parlé aussi d'un autre dispositif qui est l'autopartage que vous avez développé dans le cadre de votre réflexion. Comment est-ce que vous avez organisé et comment vous gérez ce système d'autopartage? Et vous avez parlé aussi que l'adhésion était assez facile au niveau des salariés. Voilà, comment vous avez communiqué et comment vous avez développé ce service? Le service d'autopartage, donc d'abord pour le moment, hein, c'était une expérimentation. Donc là, on va passer à un système plus pérenne. On l'avait mis en place sous forme d'expérimentation pendant 6 mois pour tester la manière dont ça marchait avec une plateforme en ligne de réservation en fait. Hein. Donc on a fait une diffusion là pour le coup, on est vraiment quelque chose interne aux salariés ADP. C'est pas la plateforme aéroportuaire au sens large avec toutes ces entreprises. C'est un système d'autopartage donc avec un véhicule. Plusieurs véhicules électriques qui sont dans les parkings du groupe. Les gens ont accès à une plateforme de réservation du véhicule et s'en servent ensuite pour leurs déplacements professionnels. L'intérêt principal, hein, c'est que en fait, ça répond à un vrai besoin puisque à partir du moment où on a un rendez-vous soit à l'intérieur de la plateforme ou surtout dans des territoires autour, dans des collectivités autour, il y a très souvent peu d'autres moyens de déplacement que la voiture. Et donc ça permet aux agents de l'entreprise d'avoir une solution simple, facile de déplacement et qui bien sûr est gratuite également pour eux. Donc voilà, donc c'est cette plateforme de réservation, de diffusion et donc on va ensuite essayer de passer sur un système un petit peu plus pérenne dans lequel on essaye d'avoir un peu le recensement de tous les véhicules de service de l'entreprise qui sont disponibles sur une journée pour pouvoir les réserver de la même manière sur le service d'autopartage. Donc là pour le coup ce ne sera pas uniquement des véhicules électriques, aussi des véhicules thermiques puisque l'idée c'est plutôt de mettre en autopartage par cette plateforme l'ensemble de la flotte de services de l'entreprise. Merci. Merci Amélie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour le moment. Alors, je sais que vous devez nous quitter en cours d'atelier, mais n'hésitez pas aussi à poser des questions. On va passer aux interventions suivantes. Voilà, donc si vous avez envie de poursuivre l'échange après, il n'y aura pas de souci non plus. En tout cas, merci beaucoup Amélie pour ce double témoignage finalement, puisque on a à la fois la démarche du groupe Aéroport de Paris et aussi son implication sur des réflexions à un niveau national. Et juste pour information, donc le livrable avec les propositions sur la mobilité décarbonée est disponible en ligne et c'est un livrable qui est beaucoup plus riche que la mobilité puisqu'on a beaucoup plus de thèmes, l'idée étant d'impulser une RSE plus systémique. Donc il y a eu beaucoup de groupes de travail sur l'économie responsable, sur la finance, sur l'innovation sociale, beaucoup de thématiques à retrouver. Sur le site de Déclic Mobilité, on le relaie, mais sinon la source première, c'est sur le site du forum Giverny. Merci beaucoup Amélie. Du coup, on vous libère. Et du coup, on va passer à donc une belle transition grâce à Aurélie avec la question de l'autopartage, où du coup, Aurélie et Emmanuel, à deux voix, vont nous présenter un projet assez innovant qui va se dérouler, qui va s'implanter sur l'île avec la question de l'autopartage. Du coup, Aurélie, peut-être si vous pouvez commencer par présenter l'activité de Partenaire Habitat et sa stratégie. Oui, donc effectivement, j'ai posé la question, c'est vraiment un sujet qui est en réflexion
Chez nous, donc Partenaire Habitat, j'interviens parce que, avec Emmanuel, Partenaire Habitat est le porteur d'un projet qui s'appelle Groupé autour de la mobilité décarbonée dans le logement social, comme acteur d'une opération d'autoconsommation collective. Enfin, on va vous expliquer ça. Rapidement, Partenaire Habitat, on est bailleur social, comme je l'expliquais tout à l'heure. On a office public de l'habitat. On vient de fêter nos 100 ans. On a 3 missions principales qui sont, que j'ai résumées avec 3 mots: construire, loger et inclure. Voilà, on a un patrimoine d'un peu plus de 52 000 logements répartis sur le département du Nord et également sur le Saint-Quentinois. On est organisé autour de 5 directions territoriales pour être au plus proche de nos partenaires, que sont les collectivités territoriales et les communes. On construit environ 700 logements par an et on va amplifier d'ailleurs ces projets de construction. On a aussi une stratégie globale de rénovation énergétique du parc, de notre parc, avec un peu plus de 1000 logements rénovés chaque année, puisque voilà, on a aussi le souci d'améliorer et de valoriser notre parc, de lutter contre la précarité énergétique aussi de nos clients. On a aussi à cœur d'améliorer la qualité de service pour trouver des solutions pérennes, durables à nos locataires qui ne peuvent pas forcément trouver des solutions de logement sur le parc privé, pour leur rendre des solutions d'hébergement accessibles. Et puis tout ça autour dans une optique de mixité sociale, intergénérationnelle, autour de nos 5 valeurs que sont le respect, le progrès, la responsabilité, la solidarité et l'équité. On est en permanence dans une démarche d'amélioration continue, en veille sur les sujets les sujets émergents de mutation de notre société, de nos modes de consommation, pour pouvoir anticiper les attentes de nos locataires et leur apporter des réponses avec des solutions, des solutions à la fois d'habitat à la fois modernes, durables, innovants et exemplaires. Merci Aurélie. Alors, petite question sur les valeurs, comment est-ce qu'elles ont été définies? Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé avec les collaborateurs? À quelle occasion? Et comment est-ce que vous décidez de les mettre en œuvre au quotidien? Alors, ce sont des valeurs qui ont émergé d'un véritable projet d'entreprise. Elles prennent forme au quotidien dans nos métiers de gestion locative, d'amélioration de la qualité de service, de recherche permanente des solutions les plus adaptées à nos locataires. Merci pour cette précision. Voilà, on voit que vous avez en tout cas déjà une vocation dans votre métier qui est tout à fait viable et responsable, et que vous avez décidé de le mettre en place de manière la plus responsable possible. Alors, on m'a dit que Partenor a fêté ses 100 ans. Aujourd'hui, vous êtes combien de collaborateurs? Et aussi, du coup, vous allez déménager. Alors, est-ce que c'est pour l'anniversaire de Partenor ou pas? Ça tombe très bien. Donc, on est un peu plus de 800 collaborateurs aujourd'hui. Effectivement, c'est une année importante pour nous parce qu'on va intégrer d'ici quelques jours notre nouveau siège qui marque véritablement à la fois nos 100 ans et puis notre ambition de s'ancrer dans l'ère de la modernité, notre volonté
d'avoir une démarche innovante à la recherche de la performance, la performance dans le service qu'on apporte à nos locataires, dans la performance énergétique, dans la réduction de notre empreinte carbone. Voilà, on y a mis beaucoup d'ambition, beaucoup de notre savoir-faire constructif dans cette opération, donc qui prend place à Lille, dans un quartier qui est en pleine transformation, au carrefour de la porte de Valence, de la ZAC de la porte de Valenciennes et du quartier Saint-Sauveur. C'est une opération qui est assez complète, puisqu'on y trouve des logements locatifs, 50 logements, pour des publics variés, avec des ressources diverses. On y trouvera aussi donc notre siège social, puisque il a fallu aussi repenser notre mode d'organisation, nos façons de travailler, et on a voulu coller aussi au plus près à cette nouvelle organisation et à cette nouvelle façon de travailler. On y trouvera aussi des commerces en pied de bâtiment, et puis il y a aussi des bureaux qui ont été vendus à une foncière. Et puis on a embarqué aussi au cœur de ce projet beaucoup d'innovations technologiques, un pilotage intelligent de l'énergie. On a de la production d'énergie renouvelable, on a un travail autour de la mobilité également, puisqu'on aura toute notre flotte de véhicules professionnels, dont une partie était constituée de véhicules électriques, donc avec des bornes de recharge de véhicules électriques. Et puis, c'était du coup un véritable sujet pour aller plus loin dans l'expérimentation et puis tester vraiment des choses, de l'innovation sociale, de l'innovation technologique. Et on s'est posé pas mal de questions sur cette opération. Donc ce n'est pas juste un déménagement de siège à siège, mais vraiment la construction d'un bâtiment qui sera multi-usage, multi-public et qui va s'intégrer dans le quotidien du quartier Saint-Sauveur. Oui, il y a une réflexion vraiment globale sur ce bâtiment. On a la chance, comme vous le dites, d'avoir des publics variés, des usages différents sur ce bâtiment qui peuvent se mutualiser, des utilisations aussi au niveau énergétique différentes, des modes d'occupation à différents moments de la journée. Donc c'est un projet riche qui nous permet de tester pas mal de choses. On s'est posé aussi des questions autour de la production d'énergie renouvelable et de notre empreinte carbone. Initialement, il était prévu de revendre cette production d'énergie renouvelable, puisque c'était un équilibre global. Et puis on s'est dit que ça pouvait être vraiment intéressant d'essayer d'optimiser cette production et toujours soucieux de la maîtrise des charges de nos locataires, d'essayer aussi de limiter cet impact sur les charges en leur faisant bénéficier de cette énergie propre et puis à un coût maîtrisé. Donc il y avait ce premier sujet, sachant qu'on n'avait jamais testé ce genre de choses, donc c'était une nouveauté pour nous. Et puis il y avait le sujet aussi de la mobilité, puisque c'est un bâtiment qui est situé à Lille, donc un secteur qui est quand même bien desservi par des solutions alternatives de transport, du transport en commun, pas mal de circuits vélos qui se mettent en place tout autour. Et on s'est dit qu'il fallait pousser un petit peu ce sujet-là, et notamment envers les locataires, puisque c'est un constat aussi, et c'est un sujet qui n'est pas forcément encore beaucoup développé sur les projets sociaux. C'est que la charge du véhicule motorisé chez le locataire, c'est une charge aussi importante. C'est un investissement ou une location, c'est aussi une charge de place de parking, des coûts d'entretien, des coûts de maintenance, d'assurance, parfois des dépannages.
Et on s'est dit que c'était un levier important aussi pour limiter la charge de nos locataires. Donc c'est là que nous est venue aussi l'idée d'un véhicule partagé. C'est pour ça que j'ai rebondi aussi sur la question tout à l'heure. Mais pareil, hein, on n'est pas structuré, c'est pas notre cœur de métier, nous, l'autopartage. On n'a pas la possibilité de gérer cette activité-là. Et du coup, vous avez, donc, si je résume, ce bâtiment qui est mixte, qui est responsable ou modéré ou sobre au niveau énergétique, et du coup, on a aussi cette logique de transition écologique. Et derrière, vous voulez aller plus loin, continuer dans le sens de vos missions et proposer une solution qui puisse profiter à la fois au quotidien de vos collaborateurs, c'est une supposition, et en même temps accompagner vos locataires dans la maîtrise de leur budget mobilité en proposant une solution d'autopartage. Voilà, donc on a bénéficié en fait de toute la dynamique de la troisième révolution industrielle, hein, qui est forte ici dans la région Hauts-de-France, qui nous a permis aussi d'échanger beaucoup dans l'écosystème du réseau qu'elle crée, et de rencontrer aussi nos partenaires sur le projet qui viennent apporter des compétences vraiment pointues dans ces domaines qui ne sont pas forcément nos cœurs de métier, et qui sont venus vraiment enrichir le projet et le co-construire autour d'une démarche encore plus tournée vers les locataires, mais vous le disiez à juste titre, qui pourra également profiter aux salariés pour ce véhicule en autopartage. Je pense que c'est le moment où on peut dévoiler le nom du projet. Oui, donc le projet s'appelle Groupie. Donc c'est un acronyme, hein, qui signifie gestion renouvelable et optimisée de production de biens et de services énergétiquement efficaces. Groupé 4.0 plus exactement, puisque nous sommes 4 partenaires et que l'objectif c'est le zéro carbone. Belle transition avec la question que j'allais poser. Donc à votre droite, il y a un partenaire, Emmanuel Coulot pour EDF. Donc comment est-ce que vous vous êtes impliqué dans ce projet-là et quel est votre rôle ? Oui, alors d'abord, il y a, je crois qu'Aurélie l'a clairement manifesté, la volonté de Partenor, effectivement, en investissant ce nouveau bâtiment, de se projeter quelque part dans le XXe siècle, dans la transition environnementale et d'apporter des services complémentaires à ses locataires d'un côté, et d'un autre côté, les aider à avoir un reste à vivre le plus important possible en limitant leurs charges. Donc voilà, ils avaient plusieurs pistes en tête. Le service innovation a 2 ans, hein, sur Partenor, donc ils fréquentent beaucoup l'écosystème REF 3, hein, qui est animé par toute la dynamique régionale, et ils ont partagé un petit peu ces problématiques au travers de ces réunions. Et assez rapidement, finalement, en les entendant, en les écoutant, on s'est retrouvé à quelques partenaires que je présenterai après pour effectivement co-construire ou plutôt aboutir les initiatives et les ambitions que Partenor avait pour cet immeuble. Donc là, on a monté, on va dire, un projet dans le projet, quelque part. Hein, ça englobe pas toutes les problématiques, toutes les solutions qui sont adressées par Partenor sur cet ensemble de bâtiments. C'est la mise en place pour les locataires qui vont s'installer dans un immeuble, une 50aine de logements, la mise en place d'un véhicule partagé. Pourquoi ? Parce que là, c'est un immeuble qui est en centre-ville, beaucoup de transports en commun autour, hein, le métro, le centre-ville, donc à pied, le vélo, tout est possible. Du coup, on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'ils investissent sur une voiture ? On sait que les voitures sont déjà très peu utilisées. Hein. 90% du temps, les voitures sont stationnées. Et finalement, une voiture, qu'elle roule ou qu'elle ne roule pas, elle coûte de l'argent aux locataires. Donc une façon de permettre aux locataires de baisser leurs charges, c'est de leur mettre à disposition une voiture en autopartage. Ensuite, autopartage, on est dans la logique REF 3, on est dans une zone et une agglomération relativement dense qui a des problèmes de qualité de l'air. Donc
la solution du véhicule électrique est venue aussi assez rapidement en place. D'un autre côté, Partenord, dans son projet initial, avait déjà prévu de déployer des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'immeuble pour produire localement de l'électricité. Mais de façon simple, il envisageait uniquement de revendre cette énergie au réseau. Ce qui économiquement n'est pas aujourd'hui très intéressant, mais surtout ce qui n'embarquait pas forcément les locataires dans cette logique de produire local et de devenir quelque part consommateur, hein, de comprendre un petit peu comment je peux agir sur ma consommation en fonction de ce qui est produit sur place. Quelque part, ça n'aboutit pas à ça, et donc en parlant, en échangeant autour de cet écosystème REF3 est venue cette idée de plutôt s'orienter vers de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques sur le toit sera partagée, redistribuée auprès de chaque locataire et viendra se retirer quelque part de l'énergie qu'ils continueront quand même à acheter sur le réseau à un fournisseur. Puisqu'on avait une voiture électrique, l'idée ça a été aussi d'orienter une partie de cette production locale vers cette voiture électrique pour arriver à une mobilité décarbonée, très décarbonée puisque locale. Donc là, on avait déjà un projet qui était intéressant, hein, avec pas mal d'enjeux. Et on est allé encore un petit peu plus loin, et c'est ce qui fait un peu la singularité de ce projet, c'est qu'on se dit, puisqu'il y a une voiture électrique qui est raccordée sur le réseau et qui participe à la consommation de l'énergie produite localement, une voiture électrique, ça a une batterie. Finalement, cette batterie, on pourrait peut-être aussi l'utiliser pour maximiser l'autoconsommation dans l'immeuble. Et donc la voiture, elle apporterait deux services, un service de mobilité et un service quelque part d'optimisation aussi de la consommation énergétique de l'immeuble. Et donc, c'est ce que j'ai matérialisé sur le schéma, la batterie serait parfois chargée, parfois elle viendrait apporter une partie de l'énergie à l'immeuble. Donc tout ça, il y a plusieurs enjeux, hein, plusieurs défis, plusieurs enjeux autour de ce projet. Il y a déjà eu des expériences, c'était un peu le sens de mes questions tout à l'heure, hein, sur des véhicules en autopartage dans le logement social. Ça n'a pas toujours fonctionné, il n'y a pas toujours eu une appropriation aussi importante qu'on l'aurait souhaité de la part des locataires. Donc là, on va travailler aussi à comment on communique vers les locataires, comment on leur met le pied à l'étrier pour leur permettre de s'approprier cette solution de voiture et finalement d'économiser peut-être leur voiture principale ou en tout cas une voiture secondaire. Ce serait un petit peu ridicule. Deuxième défi, c'est cette autoconsommation collective. On en entend parler depuis maintenant quelques mois, quelques années. Il n'y a quand même pas beaucoup de projets qui sont en route. Donc là aussi, il y a tout un effort d'explication, pédagogie vis-à-vis des locataires pour les amener à comprendre et à agir aussi sur leur consommation en fonction des singularités qu'apporte cette autoconsommation collective. Et puis enfin, il y a, et c'est ça qui est le plus grand défi quelque part, c'est comment on peut utiliser cette batterie de voiture, hein, dans les deux sens, hein, des fois en se chargeant, des fois en rapportant de la puissance sur cet immeuble. Donc voilà, l'ensemble de ces défis, on va les adresser à plusieurs partenaires sur un projet qui va durer quelques années et qui a été rendu possible, on le souligne aussi, on va parler des partenaires, mais qui a été aussi rendu possible grâce à la région, grâce à l'ADEME qui finance les frais d'études, voire de surinvestissement qui sont nécessaires pour essayer d'explorer ce sujet. Il faut rappeler que c'est un projet d'innovation, d'expérimentation aussi, donc il y a des soutiens pour... Bien sûr. Bien sûr, creuser. On a les fonds FEDER et l'ADEME qui participent, puisque, oui, FEDER au travers de la région. Alors pourquoi ? Parce que finalement, par exemple, pour la voiture électrique, on ne peut pas mettre une voiture électrique type Zoé, on va dire, de base. On est obligé de mettre une voiture électrique d'un niveau un petit peu supérieur, donc c'est tout bénéfice pour les locataires en plus. Mais du coup, le coût d'achat est plus important et c'est intéressant que la région vienne équilibrer ça pour pas qu'on le fasse supporter aux locataires. Voilà.
Et alors, si on creuse le rôle des partenaires, donc tout d'abord, comment EDF, quel est le rôle d'EDF dans ce projet? Donc, on comprend qu'il y a des questions d'électricité, mais j'imagine que ça va un peu plus loin. Oui, alors on a déjà. Alors EDF a écrit récemment, au mois de mai, sa raison d'être, qu'on a marqué dans les statuts. Et on est complètement là dans la raison d'être d'EDF, qui est sous-tendue par quelques convictions qui s'expriment sur le terrain. Notamment le fait que la transition énergétique, ce n'est pas qu'une révolution technologique ou une évolution technologique, c'est aussi une évolution sociale, puisque ça va amener un changement dans les usages, dans les comportements. Et pour ça, on pense que les grandes entreprises doivent, comme EDF, doivent y participer sans être donneurs de leçons, mais plutôt en accompagnant les initiatives locales, en permettant à chacun de trouver son chemin quelque part dans cette transition énergétique. Et donc nous, forcément, les acteurs locaux comme Partenor qui cherchent à comprendre, à innover, à construire, à trouver les solutions, à tester déjà les solutions pour le monde de demain. Ça nous intéresse fortement de comprendre les questions qui se posent, de les accompagner entre le point où ils sont aujourd'hui et puis ce que sera demain. Donc c'est complètement notre vocation, on est très ancré sur les territoires et c'est complètement notre vocation d'accompagner ce type de projet. Ensuite, c'est vrai quand on réfléchit ou quand on essaie de travailler sur ces solutions du futur, c'est bien de les tester. C'est bien de rapidement pouvoir les mettre en œuvre, de rapidement pouvoir les tester. Et donc on cherche, on a besoin aussi de sites un peu démonstrateurs dans lesquels travailler. Et là, les acteurs locaux nous le permettent. On travaille aussi sur nos propres flottes, sur nos propres installations, mais ce n'est pas la même chose que travailler réellement avec des acteurs du territoire. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on est content et fier d'être partenaire de ce projet et de bien d'autres aussi d'ailleurs. Merci pour cette précision. Et du coup, peut-être si on peut aussi regarder, donc on avait beaucoup de logos en bas de slide. Alors, c'est vraiment un projet multipartenarial. Si vous pouvez expliquer, alors je ne sais pas qui veut prendre la parole dessus, mais le rôle des autres partenaires aussi dans le projet. Ouais, voilà. Alors, c'est un groupement qui s'est, comme on le disait, constitué autour des réunions autour de REF 3. Pourquoi tous ces partenaires? Parce que chacun adresse un enjeu. Comme le disait Partenor tout à l'heure a bien exprimé ses ambitions, apporter un service complémentaire à ses locataires, leur permettre de réduire leurs charges. Donc là, c'est clair. Et puis, il apporte le lien avec les locataires et le site expérimentateur. Donc forcément, c'est le leader, c'est celui qui est porteur de ce projet. Le deuxième, c'est arrêt métier, je dirais, parce que là, on va déployer une solution qui techniquement est un peu complexe. C'est flux énergétique entre la production locale, la voiture qui va à certains moments consommer, à d'autres moments déverser sur le réseau, les clients qui vont aussi consommer. Avant de mettre en place une solution technique, ce qu'a proposé Arrêt Métier qui est intéressant, c'est de modéliser le comportement énergétique de cet immeuble, y compris la voiture et les consommations de chaque locataire. Donc il va créer un jumeau numérique de cet immeuble et de la façon dont il est utilisé, de façon à ce qu'on puisse, nous, à partir de certaines hypothèses sur l'utilisation de la voiture, sur les consommations des appartements, de soleil aussi, puisque la production photovoltaïque, elle n'est pas prévisible, en tout cas pas prévisible à long terme, elle va dépendre de nuages qui passent, du soleil et autres. Donc en fonction de tous ces paramètres, qu'on puisse trouver les réglages, les automatismes qui paraissent les plus pertinents sans embêter les locataires. Donc il vaut mieux d'abord le faire sur un jumeau numérique, faire quelques hypothèses et puis ensuite mettre en place sur l'immeuble uniquement la solution qui revient. Donc Arrêt Métier fera ça, cette modélisation numérique. Enedis, partie prenante, puisque sur l'autoconsommation collective, l'énergie qui est produite sur place, elle passe dans le réseau, elle passe sur la colonne montante de l'immeuble qui est le réseau Enedis. Donc forcément Enedis va être celui qui va compter un petit peu les kilowattheures qui passent sur le réseau, qui sont produits et qui sont consommés. Et Enedis va mettre des dispositifs de mesurage un peu particuliers sur cet immeuble qui permettront de fiabiliser la modélisation numérique à faire Arrêt Métier. D'accord, parce que d'un côté, on va modéliser, il faudra le confronter à un moment à la réalité pour sécuriser ça. Donc Enedis va faire ça.
Cities, c'est pas vraiment un partenaire fondateur, mais on l'a vite identifié et repéré. Nous, on a déjà travaillé avec eux, EDF, sur des tests de mobilité électrique. Partenaire, on le disait tout à l'heure, son métier, c'est pas d'opérer une voiture. Ils ne savent pas faire ça, donc ils cherchaient un partenaire. Donc on a amené Cities, enfin EDF, on a amené Cities sur ce projet. Cities, c'est lui qui va acheter la voiture, gérer la voiture, proposer le système de réservation qui existe déjà, et puis aussi nous faire bénéficier de toute son expérience, de toute son expertise sur la façon de communiquer vers les locataires, sur la façon de les accompagner là-dessus. Donc je laisserai Aurélie peut-être détailler ce que fera Cities là-dessus et comment on compte ça. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, EDF, participer à cet écosystème, c'est aussi de regarder quel est le modèle économique, quels sont les paramètres un petit peu du modèle économique global qui va être mis là en place. On va solliciter une batterie d'un côté, solliciter une production photovoltaïque de l'autre. Comment tout ça, quels sont les paramètres qui permettent de dire au final aux locataires, vous gagnez de l'argent, et puis à chaque opérateur qui participe aussi, qui trouve un intérêt. Il faut que ce soit, pour que ce soit pérenne, pour que ce soit massifiable ou du moins déjà reproductible, il faut qu'il y ait un intérêt partagé de tous les opérateurs. Donc on va regarder comment se partage la valeur et comment se crée la valeur sur ce type de projet. Voilà le rôle de chacun des partenaires à grands traits. Et puis encore une fois, même s'ils ne sont pas des partenaires, on le dit, on est un peu lourd, mais on a besoin de ça, c'est le nerf de la guerre. On a le financement de la région au travers du FEDER et de l'ADEME qui nous accompagne sur ce projet. Je peux peut-être me permettre de compléter un petit peu sur la partie partenaire. Effectivement, on apporte le lieu d'expérimentation, on apporte les cas d'usage, les pratiques courantes des uns et des autres, l'appropriation plus ou moins importante, l'adhésion plus ou moins forte à ces problématiques et à ces nouveaux services qu'on essaye de mettre en place aussi bien au sein de la structure partenaire auprès des salariés que des locataires. Et puis, donc du coup, nous, on va s'intéresser aussi à la partie plus études socio-techniques sur le service, avec l'étude des leviers, des freins et des leviers de réussite et duplicabilité de ces solutions, essayer de voir quelle est la bonne échelle, avec quelle solution de gestion à long terme on peut trouver. Voilà, donc c'est aussi un point important. Et effectivement, pour ça, on a aussi déjà travaillé avec Cities sur ce qu'on pouvait mettre en place pour diffuser l'information de façon efficace auprès des locataires, pour essayer d'amorcer un petit peu le service et la prise en main de ce service, faciliter la gestion avec les locataires. Alors je rebondis et désolée pour la prochaine slide parce que c'est pas la même question. Du coup, quels sont vos objectifs opérationnels chez Partenor? Comment est-ce que vous allez évaluer la réussite ou non du projet? Donc, déjà, c'est une première question. Comment on va l'évaluer? Avec donc du coup cette étude, l'adhésion de nos locataires à ce type de service, l'utilisation du véhicule, l'optimisation de notre autoconsommation collective et la façon dont on va réussir à optimiser de façon maximale cette autoconsommation. Voilà, et après, c'est un projet qui est en cours de construction. On n'en est qu'au début. C'est un projet qui aura 3 ans. Oui, ouais. Pardon, excuse-moi, je ne veux pas te couper la parole. Oui, donc, vous avez raison, on est en train de construire, comme le disait Aurélie, on est au début de ce projet. Il y a quelques indicateurs objectifs quand même. C'est finalement la voiture en autopartage, est-ce qu'elle va être utilisée ou pas? Ça, donc, on va suivre grâce à Cities son utilisation.
Il y aura aussi des enquêtes entre guillemets de satisfaction faites auprès des locataires, c'est-à-dire qu'est-ce que finalement la mise en place de ce type de service, ça correspond à leurs attentes et ça leur apporte quelque chose. Et sur l'autoconsommation et le système énergétique un petit peu global, on va voir finalement qu'est-ce qu'on est capable de rendre comme pouvoir d'achat quelque part aux locataires, c'est-à-dire est-ce que ça va, est-ce que ça va forcément, mais à quel niveau ça va permettre de réduire leur facture annuelle d'électricité. Voilà. Je me permets de rebondir un petit peu sur cette question-là, mais c'est vrai que ce qui va être un des risques, c'est qu'on ne comprenne pas forcément qu'en fait on réalise des gains quand on prend une voiture en autopartage de temps en temps, plutôt que quand on possède une voiture qu'on utilise maximum 10% de son temps. Voilà, souvent les budgets, en tout cas liés à la possession, l'utilisation d'une voiture, sont tout à fait sous-estimés par les ménages. Donc ce sera peut-être un des défis à relever par rapport à la consommation. C'est ce que j'allais reprendre, c'est pas un risque, c'est un défi. C'est un des enjeux justement de ce projet, de chercher les leviers qui vont bien pour que les locataires puissent s'approprier ça. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, la possession de la voiture est quand même toujours quelque chose, un marqueur social, toujours quelque chose d'intéressant. Mais je pense que malheureusement, un mal pour un bien. Ce qu'on vit actuellement au travers de la crise sanitaire, au travers des problématiques environnementales qui sont relatées dans les médias, mais que beaucoup vivent aussi, je pense que les gens prennent conscience petit à petit, effectivement, qu'il faut faire quelque chose. Et ça commence par les jeunes, mais aussi par les couples qui s'installent dans des nouveaux logements. Il y a une vraie prise de conscience sur le fait que voilà, il faut qu'on se crée un petit peu en collectif d'entraide, qu'on mutualise les moyens et qu'on arrête de vouloir absolument posséder pour n'utiliser que quelques fois. Donc je pense que c'est en marche. Alors on ne va pas tout résoudre avec ce projet-là, mais je pense que le terrain est favorable et que c'est le bon moment de se poser ces questions pour accélérer cette prise de conscience. C'est vrai, je pense que c'est un projet qui est dans l'air du temps parce que on voit bien que la société évolue vers justement des services qui sont plus proches du besoin ponctuel et qui se rapproche véritablement de l'usage qu'on veut faire des différents biens, des différents services. On n'est plus dans l'ère de la propriété, mais plutôt dans l'ère de la mutualisation, voilà, de l'échange ou des partages de moyens. Voilà. Et là, on peut passer à la prochaine slide, puisque du coup, ça entre dans la philosophie Rêve 3, si je ne me trompe pas. Oui, alors en fait, c'est vrai que cette expérimentation, elle vient vraiment enrichir le projet et elle nous permet du coup de s'inscrire complètement dans la démarche vers Rêve 3, puisque on touche un peu du coup à tous les piliers. On a les énergies renouvelables distribuées avec les énergies solaires. On a du solaire thermique et du solaire photovoltaïque sur ce projet. On est bâtiment producteur d'énergie renouvelable et aussi valorisation d'énergie de récupération, puisqu'on valorise les énergies fatales. On a le stockage de l'énergie du coup par le véhicule électrique qui nous permet, je rebondis sur ce que présentait Emmanuel tout à l'heure, c'est que la production solaire est intermittente et variable. Elle n'est pas forcément constante dans le temps et on ne peut pas le prédire avec certitude. Donc, et puis forcément, elle est parfois en décalage avec les moments d'utilisation et des besoins de consommer cette énergie. Donc le véhicule électrique, c'était pour nous un bon moyen aussi de stockage sans devoir prendre de l'espace supplémentaire sur le projet. Les réseaux intelligents, je l'ai dit rapidement, mais on a un véritable pilotage intelligent de l'efficacité énergétique de l'ensemble du bâtiment, avec aussi des transferts d'énergie dans le bâtiment. On traite et on amplifie le sujet de la mobilité et de l'électromobilité et de la mobilité partagée dans ce sujet. Et puis on a l'économie de la fonctionnalité autour de ce véhicule en autopartage et l'économie circulaire avec la valorisation des énergies fatales. Donc c'est un projet très riche et qu'on va suivre pendant quelques années.
Et le tout enrobé d'une couche de conduite du changement, de sensibilisation des bénéficiaires, des locataires. Donc on a vraiment ce côté innovation. Conduite du changement dans l'entreprise et conduite du changement et accompagnement du changement pour les locataires. On va les sensibiliser à ces thématiques-là. Et alors justement, les locataires, ils ne sont pas forcément tous briefés sur les 5 piliers REV 3. Comment est-ce que vous comptez les sensibiliser? On parlait des coûts, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus de messages à faire passer. En tout cas, comment vous comptez toucher la cible, tout simplement? Donc, on a quelques solutions, on a imaginé quelques solutions. Donc, il y a forcément un volet communication qui va être important, qui est important dans le projet et sur lequel Cities va aussi nous aider de par son expérience. Ils vont mettre à notre disposition des moyens de communication efficaces en éditant des feuillets de communication auprès des locataires. On a déjà aussi inscrit ça dans les livrets de bienvenue des locataires. On aura aussi des réunions de découverte un petit peu de ce service et puis une aide à la prise en main du véhicule. On a aussi tout le système que nous propose Cities, qui est un système embarqué qui guide en fait l'utilisateur dans la façon d'utiliser ce véhicule et les différentes étapes lors de l'utilisation en autopartage, lors de la recharge, lors de la prise en main du véhicule et du retour du véhicule. Et puis on a imaginé aussi de mettre à disposition un crédit d'utilisation, en tout cas pour permettre aux locataires de tester gratuitement lors de ces premiers usages de ce véhicule le service, donc à hauteur de 200 € par locataire. Quand même, ça permet pas mal d'utilisation, plusieurs utilisations du véhicule, pas mal de kilomètres parcourus avec le véhicule. Alors, ça va me faire une transition, sauf si vous avez encore un petit élément à ajouter. Mais voilà, justement, la communication et le fait de lever les freins pour tester un nouveau mode et essayer d'en faire une habitude, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les éléments autour de la conduite du changement. Mais c'est vrai qu'on avait une étude de Mobivia ou Noroto il y a quelques années, justement, sur ce test. Ils avaient mis à disposition des voitures électriques de courtoisie pour leurs clients. Et en fait, à l'issue de ce test, la plupart des clients annonçaient que, sous certaines conditions, ils accepteraient de tester une voiture électrique et peut-être d'en acheter une. Donc voilà, on voit vraiment que le fait de s'approprier un outil, surtout une voiture électrique, où on peut avoir beaucoup de freins, notamment sur l'autonomie, finalement, le meilleur moyen, c'est de le mettre dans les mains de la personne et de lui expliquer comment ça se passe pour la rassurer aussi. C'est bien connu, c'est les enjeux des marchands, des concessionnaires de voitures, c'est vous faire essayer la voiture. Parce que généralement, quand vous essayez une voiture, 90% du temps, vous l'adoptez. Donc c'est ce qui va être fait là. Hein. Cities va présenter, proposer des moments de conduite pour que les gens se l'approprient. Et ce qu'a choisi aussi de faire Partenor, c'est important. Hein. Donc ils vont donner un crédit quelque part à chaque... ils vont créditer la carte que Cities mettra à disposition de chaque locataire. Ils vont la créditer alors d'une centaine d'euros, ce qui permettra plusieurs heures gratuitement à chaque locataire d'utiliser cette voiture. Et là aussi, l'idée, c'est de créer cet effet d'entraînement. Quand je m'y suis habitué pendant quelques temps, quand j'ai compris comment ça fonctionne, quand j'en ai vu l'habitude, hein, la voiture électrique, c'est... Quand on l'a essayé aussi, c'est vrai que ça, surtout en ville, hein, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, c'est un confort supplémentaire. Et on pense que ça va être réellement un élément déclenchant de la pérennité de l'utilisation de ce véhicule. Et puis on essaiera aussi de les sensibiliser au coût, parce que vous avez raison, hein, à l'instant T, on a l'impression qu'on paye plus. Mais globalement, sur une vie de voiture ou sur une année, on paye forcément moins quand on paye à l'usage. Alors j'ai une petite question bonus. Donc là, on s'adresse aux locataires qui ont le permis de conduire.
est-ce que vous allez proposer, peut-être dans un futur plus ou moins proche, un service équivalent avec des vélos cargo, assistance électrique? En tout cas, voilà, un autre véhicule qui permette d'aller faire ses courses et qui soit écolo. C'est une idée intéressante. On va déjà essayer de faire de ce projet une réussite. Et puis, on s'appuiera peut-être aussi sur ce qui a été identifié au niveau des leviers de réussite pour les appliquer peut-être à d'autres modes de transport alternatifs. Effectivement, oui, il y a des choses à pousser un peu plus loin, peut-être même à l'échelle du quartier. Voilà, je pense que ça n'est qu'un début. Et à d'autres bâtiments peut-être aussi. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, la démarche ici, c'est d'expérimenter des sujets nouveaux et puis de voir essayer de rassembler toutes les conditions de réussite ou en tout cas les identifier pour pouvoir après les déployer sur d'autres sites qui rassemblent toutes les conditions et pour pouvoir apporter ce service et ces innovations à un maximum de nos locataires. Merci Aurélie. Merci Emmanuel aussi pour cette intervention. Du coup, est-ce qu'on a des questions? Eh bien, apparemment, vous avez répondu à tout en direct, puisque les internautes n'ont pas de questions. Loïc, est-ce que tu veux poser une question? Est-ce que vous avez une idée de la facturation? Vous avez dit donc qu'il va y avoir un crédit de 100 € par 200 ouais. Par locataire, ou par appartement. Est-ce que vous avez une idée ensuite de combien ça va être facturé le service? Alors, je ne l'ai plus en tête, mais on a envisagé avec Cities, on a même établi que nos locataires bénéficieraient en fait du tarif le plus bas de ce qu'ils proposent. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous les amener. Mais en tout cas, effectivement, on va leur faire bénéficier également des tarifs les plus intéressants de Cities sur l'abonnement et sur le coût au kilomètre. Merci beaucoup. Si ça vous va, du coup, on va faire une petite transition. Donc là, Amélie nous a parlé de comment plusieurs acteurs de la mobilité peuvent s'associer pour réfléchir à une France plus durable. On a plein d'acteurs avec beaucoup de compétences différentes qui s'associent pour imaginer finalement le logement social de demain, j'ai envie de dire, le logement en tout cas dans la transition énergétique. Et alors, le point commun du coup avec CGI Finance, c'est son implication dans la communauté Déclic Mobilité. En tout cas, voilà, CGI Finance qui va vraiment s'impliquer dans l'échange de bonnes pratiques, dans le partage de solutions pour imaginer des solutions de mobilité décarbonée pour ses collaborateurs. Donc Loïc, si je te laisse peut-être présenter plus en détail CGI Finance et le fonctionnement. Et je te laisse aussi la main sur la présentation. Voilà, vas-y. Merci beaucoup. Merci à vous de nous écouter et de m'accueillir. Donc CGI Finance, en fait, donc nous on a un établissement financier. On a été créé en 1951. J'ai l'habitude de dire par un start-upper de l'époque. Faut remettre dans le contexte, on est après-guerre, le crédit à la conso n'existe pas en France, très peu. Le taux d'équipement des ménages en automobile est vraiment faible. Et pourtant, cet homme a l'idée de créer un établissement dont la mission va être de financer déjà dès le départ la mobilité à travers l'automobile. Et je vous parle de ça parce que en fait c'est toujours dans notre ADN, c'est-à-dire si on devait définir, alors c'est vrai on parle beaucoup de raison d'être, etc. On a aussi travaillé sur la nôtre et c'est bien, mais si on devait définir notre ADN en deux mots, donc on dirait on est des financeurs créatifs et c'est aussi pour ça qu'on a voulu tester les nouvelles solutions de mobilité et les tester avec nos salariés pour aussi mieux les comprendre et peut-être demain mieux les financer. Donc j'ai envie de dire, nous, il y a un double objectif dans notre démarche également. Mais voilà. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que on reste humble. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ce qu'on a mis en place. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas parfait, mais on s'améliore. Parce qu'effectivement, on peut toujours critiquer, par exemple, sur le véhicule électrique, sur plein de choses.
Alors oui, aujourd'hui, il n'y a pas une mobilité parfaite, hein, ça aussi c'est important de le dire, mais en tout cas on peut améliorer, on peut changer les choses, on peut améliorer et on peut changer les choses, et c'est ce qu'on a essayé de faire nous à notre niveau. Hein, on est une entreprise avec 1000 salariés, donc à peu près comparable voilà, sur la taille. Donc j'ai envie de dire on est assez grand pour pouvoir, assez gros pour pouvoir mettre en place des actions qui vont nécessiter un peu de budget, etc. Et puis on a la chance d'être encore assez petit pour le faire facilement. Donc c'est ce que je vais vous expliquer. Alors peut-être du coup, pour rappel, donc vous avez une démarche RSE hein, qui est ancrée depuis de nombreuses années, si ce n'est plus. Et du coup, dans cette démarche RSE, on a aussi l'instauration du plan de mobilité employeur, plan de déplacement entreprise de son ancien nom. Oui, exactement. Donc que nous, on a initié notamment avec le réseau Alliance en 2016. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est notre retour d'expérience, je pense, sur les solutions de mobilité qu'on a mises en place, qui sont des solutions réelles. Hein. Là, je vais vous montrer des photos. Hein. Ce n'est pas des photos truquées. Hein. C'est vraiment notre parking, nos installations, etc., nos salariés. Et voilà, c'est ça qui peut être intéressant, c'est que, en fait, si vous voulez, on a voulu dès le départ être dans une démarche sur ce PDE, le plan de déplacement entreprise, tourné vers l'action. Je voyais tout à l'heure, c'était un des maîtres mots du World Forum. Et donc, on s'est dit, on va faire un peu de réflexion et beaucoup d'action. Et c'est ce qu'on a fait. Donc c'est quelque chose qui allait très vite parce que, en fait, ça aussi, c'est un peu l'originalité du projet. C'est-à-dire, au départ, on n'est pas arrivé en disant, de toute façon, on connaît les solutions de mobilité et à nos salariés, et puis vous avez qu'à les utiliser, et le monde se portera mieux. Non, on leur a demandé ce qu'eux, ils en pensaient. Donc on a créé des groupes de réflexion. Hein, ça a été notre première action. Et on leur a demandé d'imaginer tout de suite, donc on a fait 4 séances, et d'imaginer concrètement quelle pouvait être leur solution de mobilité, comment ils voulaient se déplacer demain pour venir. Et on a eu 12 propositions qui ont émergé tout de suite, dont 10 qui ont été retenues la semaine d'après par le COMEX pour mise en place immédiate. Donc ça allait très vite. Et dans le même temps, en fait, ce qu'on a fait, donc vous voyez la photo avec les groupes de réflexion, ce qu'on a fait, c'est que c'est les plans de déplacement, les plans de mobilité. Hein, donc on a regardé comment nos salariés se déplaçaient, comment ils venaient travailler, et on a été surpris. Enfin, à la fois oui, à la fois non. Tout à l'heure, Lucille, je crois que tu donnais le chiffre de 75% de salariés qui viennent travailler en voiture. C'est le cas chez nous aussi. Alors qu'on aurait pensé moins, tout simplement parce qu'on a un arrêt de tram juste devant l'accueil, juste devant le bâtiment. Donc nous, on est situé à Marc-en-Barœul, au Croisé-la-Roche. On a un arrêt de tram juste devant. On a une piste cyclable protégée, mais vraiment protégée, hein, puisqu'elle n'est pas du tout sur la route, etc. Il y a des arbres, un trottoir, une piste cyclable parfaite qui passe en face. On a une bonne partie de nos salariés qui habitent à proximité, qui pourraient venir également à pied ou en trottinette ou d'autres choses. Et malgré tout ça, malgré aussi le fait qu'on ait une population avec une partie plutôt jeune et on pourrait dire nativement tournée vers les mobilités douces, malgré tout ça, non. On avait quand même 3/4 de nos salariés qui se déplacent, qui venaient travailler tous les jours avec leur voiture, dont une très très grande majorité d'autosolistes. Alors là, c'était 99%, hein, j'ai envie de dire, et une très très grande majorité aussi en véhicules diesel pour des distances moyennes de 17 km. Alors ça, c'est l'étude qui a montré ça aussi. Alors des distances moyennes, mais avec un grand écart type en fait. Avec, je pense que ça doit être le cas sur la métropole lilloise. Hein, je pense qu'on ne doit pas être les seuls dans ce cas-là. Mais effectivement, on a des salariés qui, là, on a été étonnés, enfin en tout cas moi, qui mettaient 1h30 le matin, 1h30 le soir pour retourner chez eux. Alors on en a à Fourmies, on en a à Calais, etc. Enfin, on ne s'imaginait pas. Et puis voilà, assez éclaté sur toute la métropole. Donc 17 km, donc on a fait des calculs. Si vous voulez, un salarié qui vient travailler chez nous tous les jours de l'année comme prévu, c'est 1 tonne de CO2
qui est rejeté par son véhicule. Voilà, donc vous multipliez par 75% pratiquement des 1000 salariés, si on retire quelques véhicules de fonction, et vous obtenez un chiffre qui est quand même assez important. Donc ce qu'on s'est dit, c'est, encore une fois, il faut qu'on agisse pour ça. Alors, vous l'avez évoqué à tour de rôle, pour plein de raisons évidemment écologiques, liées au CO2, raisons de société aussi, encore une fois. Je pense que ça, la raison d'être de la RSE, en tout cas, moi, tel que je l'ai défini dans mon entreprise, c'est de contribuer à la pérennité de l'entreprise, de faire en sorte qu'elle soit toujours intégrée dans la société et en phase avec la société. Et la société est en train de changer, on le voit sur notamment les jeunes qu'on recrute. Quand on leur parle des solutions qu'on a mises en place et qui sont gratuites pour la grande majorité, ils sont très appétents à ce genre, voilà, pour la marque employeur, très très important aussi. Ensuite, raison aussi de qualité de vie, j'ai envie de dire, en tout cas pour nos salariés. Vous l'avez évoqué également, le budget mobilité des ménages, c'est simplement le deuxième budget du ménage après le logement, avant le budget alimentaire. Donc on sous-estime l'impact financier que ça a sur les ménages et donc sur nos salariés. Et en fait, une des principales, un des principaux retours d'expérience que je peux faire par rapport à ça, c'est que non seulement les mobilités douces, ça va améliorer la qualité de vie, mais ça a aussi un impact qui est vraiment pas négligeable sur le budget. Vous l'avez dit tout à l'heure, si dans une famille, il y a 2 véhicules, si demain il n'y en a plus qu'un, plus un véhicule en autopartage ou un vélo assistance électrique à côté, voilà, ça fait un reste à vivre qui augmente et ça, c'est pas négligeable. Voilà, puis ça a eu plein d'autres avantages. Ça a permis plus de connexion entre les salariés. Je pense au covoiturage, plein d'échanges. Et ce que j'ai vu aussi au cours des 4 ans, c'est que les mentalités ont évolué sur ce sujet-là. Beaucoup de la part des salariés. Au départ, c'était un peu les trucs de bobo, on va dire. C'était un peu la critique qu'on avait. On avait des critiques sur le véhicule électrique aussi, voilà, les batteries ceci, les batteries cela. Et puis, en fait, nous, ça fait 10 ans à peu près qu'on utilise des véhicules électriques de service. Ce qu'on remarque sur nos véhicules qui ont 4-5 ans, c'est qu'ils n'ont pas perdu 1 km d'autonomie. Donc voilà. Donc en fait, la preuve par l'expérience, c'est ce que vous expliquiez aussi, et par le test, fait que aujourd'hui, alors pour donner un chiffre, je parle avant Covid, on a réussi à réduire nos rejets de CO2, nos émissions de CO2 liées à la mobilité domicile-travail de 40%. Donc ça, c'est encore une fois, il faut rester humble, c'est 40%, c'est pas 100%, mais il n'y a rien de parfait, mais on a fait un grand pas. Et je vous dis dans les mentalités aussi, je vais vous raconter ça. Mais voilà, les objectifs qui avaient été... Alors les objectifs, ceux-là que vous voyez sur le slide, c'est ceux de 2016 pour 2020. Aujourd'hui, on est en 2020, donc on va voir si on a bien travaillé ou pas et s'il va falloir que je cherche un autre boulot ou pas. Mais allez, ça ne tient pas qu'à moi, mais voilà. Oh pardon, j'ai appuyé sur le mauvais. Tu peux remettre? Ah voilà, super, merci. Alors, la première action qu'on a mise en place très rapidement, ça a été les vélos assistance électrique. Alors, pourquoi assistance électrique? Parce que donc on a fait toute une action sur le vélo. Assistance électrique parce que ça permet de ne pas transpirer. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est sous-estimé, mais quand on va travailler, c'est quand même important. Donc on s'est dit, on va mettre en place un système. Alors, j'entendais parler de ça et moi c'est pareil, je considère les utilisateurs aujourd'hui des solutions de mobilité douce qu'on a mises en place comme des clients et du coup il faut que je leur apporte une valeur ajoutée par rapport à... C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête par rapport à leurs solutions de déplacement actuelles. Et notamment une valeur ajoutée, c'est la simplicité des systèmes qu'on a voulu mettre en place. Donc pour les vélos à assistance électrique, c'est très simple. Vous avez besoin d'un vélo pour rentrer chez vous le soir, pour aller à un rendez-vous, pour aller le midi vous promener ou chercher à déjeuner, je ne sais pas. Vous passez à l'accueil, vous prenez les clés, vous prenez le vélo. Voilà. Il n'y a pas de système derrière de réservation. On a voulu de la simplicité totale. Donc on a mis en place ce système de libre service. Aujourd'hui, on a 30 vélos assistance électrique qui sont en libre service total, comme ça. Les salariés peuvent les utiliser.
Dans le même temps, sur le vélo, ce qu'on fait, c'est que 1 à 2 fois par an, on fait réparer gratuitement les vélos de nos salariés. Donc il y a une entreprise qui vient et qui répare sur place les vélos des salariés. Comme ça, après, ils n'ont plus d'excuses. Ils ne peuvent pas dire « Ah bah non, ma chaîne, elle ne va pas, ça cuine et du coup, je ne peux pas venir en vélo. » Bah non, on va te le réparer gratuitement. Donc ça, on continue à le faire. C'est un service, honnêtement, qui coûte vraiment pas cher et qui est très, très apprécié des salariés. Voilà, alors sur le vélo, en fait, on continue. Et alors, il y a 2 projets là en cours. Le premier, alors si vous le savez, il y a un label employeur pro vélo qui va être lancé. Donc, on est en train de concourir pour pouvoir bénéficier de ce label. Donc, on participe aussi à l'élaboration du référentiel. Dedans, il y a la FUB, l'ADEME également, Ecodev, etc. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, on s'est dit, notre système de réservation de vélo à assistance électrique, il est très bien, mais il a une limite. C'est que, en fait, je le disais, l'habitude de consommation du vélo a changé également. C'est-à-dire avant, nous, en 2016, quand on a lancé, on prenait souvent, les vélos étaient souvent utilisés quand il faisait beau. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, vous le voyez dans la rue, je crois que sur l'île, c'est 2 fois plus de... On a mis des petits capteurs, Lucille, tu confirmeras, mais il y a à peu près 2 fois plus de passages en vélo aujourd'hui que même en début d'année. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que les salariés aujourd'hui les utilisent toute l'année. Et ils en ont besoin également le week-end. Et en plus, maintenant, ils font d'autres choses avec. C'est-à-dire ils n'utilisent pas seulement pour venir travailler. Ils vont conduire les enfants le matin à l'école en vélo. Ils vont faire leurs courses en vélo, etc. Et on s'est dit qu'il fallait aller sur le palier supplémentaire. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est proposer une offre, puisque c'est ce qu'on sait faire, c'est notre métier. On a un établissement financier, donc en leasing sur des vélos assistance électrique. Donc concrètement, l'entreprise va acheter les vélos et on va proposer à nos salariés de les louer. Mais là, ça sera le leur, donc en LOA. Et donc, au bout des 3 ans de la LOA, ils pourront ou non, c'est comme pour une voiture, racheter le vélo électrique à la fin du contrat. Là où c'est intéressant pour le salarié d'un point de vue, tu dis si je parle trop, Lucine, mais vous dites aussi, n'hésitez pas. Là où ça devient intéressant, c'est très bien. Ça va. Là où ça devient aussi intéressant pour le salarié d'un point de vue financier, parce que ça, il ne faut jamais l'oublier. Nous, un des principaux, c'est qu'il faut que ça leur coûte moins cher que le système d'avant aussi. Ça, c'est très important. Et en fait, si vous voulez, donc il y a la nouvelle loi mobilité avec ce fameux forfait de 400 € donc, que les entreprises peuvent octroyer, et je crois les collectivités aussi dans un certain... Et les collectivités aussi jusqu'à 200 € par agent. D'accord. Donc voilà. Donc nous, entreprises, on a la possibilité maintenant, grâce à cette nouvelle loi, de donner, en fait, de verser 400 € à nos salariés pour la mobilité douce. 400 € qui sont pas chargés pour l'entreprise et complètement, tu dis si je dis des bêtises, et complètement défiscalisés pour le salarié. Donc vraiment un très gros avantage. Donc si vous voulez, en utilisant ce système, ça permettrait grosso modo, d'après nos calculs, aux salariés de pouvoir avoir un vélo pour 150 € par an, mais sur un pack complet avec le vélo, le casque, l'antivol, le chasuble, tout ce qui va bien. Un pack qui vaut 2500 €. Donc le salarié paierait, du fait au final, quand on déduit les 400 €, il paierait à peu près 150 € par an. Et au bout des 3 ans, il pourrait acquérir le vélo pour 150 € également. Donc là, ça devient très intéressant financièrement également pour eux. Et surtout, ça permettra aussi de nous orienter vers des modèles qui vont leur permettre justement de conduire les enfants et d'aller faire les courses. Parler du vélo cargo ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet qu'on est en train de faire. Simplement, il y a une pénurie mondiale de vélos. Donc si vous voulez en acheter, il faut le commander aujourd'hui pour les avoir en janvier. Mais on va lancer ça début d'année prochaine. Est-ce qu'il y a une pénurie sur les trottinettes ? Alors sur les trottinettes, la trottinette électrique peut-être, je ne sais pas. Après moi le retour d'expérience que je peux vous faire sur les trottinettes, c'est on a acheté 10 trottinettes pour tester, mais des trottinettes musculaires, faut pousser. Et ça n'a pas fonctionné comme on voulait, c'est pas grave, on teste et puis si ça marche pas, tant pis. En fait ce qui se passe c'est que nos salariés veulent des trottinettes électriques. Simplement les trottinettes électriques, le taux d'accidentologie il est là pour le coup assez élevé et en tant qu'entreprise on
on se dit qu'on a quand même une responsabilité sur la santé et le risque de nos salariés. Donc, c'est pas qu'on est radin, qu'on veut pas leur acheter des trottinettes électriques, mais pour le moment, voilà, ça on va pas le faire pour le moment. Voilà. Merci Loïc. Hop, alors, sur un autre sujet de mobilité durable. Donc sur la mobilité, sur le covoiturage notamment, covoiturage et puis toutes les actions qu'on peut faire au cours de l'année. Donc la photo en bas, c'est pour montrer les véhicules de service. Également, tous nos véhicules de service sont électriques, y compris le véhicule qui sert pour les déménagements, etc. On a acheté un Kangoo, alors ça existe, des Kangoo longs électriques. Ah oui, vous connaissez. Tout à fait. En plus, c'est fabriqué à Maubeuge, voilà, tout près. Donc en plus, on reste local. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a développé le covoiturage. Donc il y a à peu près 80 salariés qui, avant le Covid, puisque avec la Covid, on ne peut plus trop covoiturer, enfin je n'ai pas compris exactement, mais voilà, c'est pas recommandé apparemment. Donc ça, oui. Je me permets de compléter, du coup, c'est recommandé si on respecte les gestes barrières et donc si on ne peut pas avoir la distance de sécurité et bien aéré. Dans ce cas-là, il faut porter le masque. D'accord. Voilà. Ok. Bah, tu viendras chez nous pour expliquer parce que je sais pas, les salariés là, ils sont un petit peu plus frileux en ce moment sur le covoiturage. Alors c'est vrai qu'aussi on est passé à 50% des effectifs en télétravail, donc voilà. Mais à la belle période, avant le confinement, on avait 80 équipages, voilà, assez réguliers, qui venaient travailler. Et nous, une des particularités qu'on a, mais qui a un avantage, c'est qu'on a un parking trop petit. Et du fait, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé des places pour les covoitureurs. C'est ce que vous voyez sur la photo, c'est une vraie photo. Pour les covoitureurs, devant l'accueil, chez nous, devant l'entrée. Et les meilleures places. Et c'est ce qu'on veut toujours faire. Et d'ailleurs, c'est aussi la photo en haut à gauche, c'est-à-dire, comment je dirais, remercier en fait les bons comportements, quelque part. Les féliciter, les remercier, les mettre à l'honneur. Pourquoi ? Parce qu'on remarque aussi que utiliser des mobilités douces, c'est une contrainte. C'est toujours une contrainte. Venir en vélo, il y a un peu de contrainte quand même. Il peut pleuvoir, etc. Venir en véhicule électrique, vous avez parlé et je peux vous en parler puisque j'ai une voiture électrique, de l'autonomie, par exemple. Enfin, ça va demander tout le temps un effort, une petite contrainte. Voilà, une familiarisation aussi avec ça. Et donc, on veut remercier les salariés qui font ce geste-là pour la planète, pour eux et pour nous. Et par exemple, ce qu'on a fait, c'est que sans leur dire, on nettoie les voitures des covoitureurs, par exemple. Donc on a déjà fait des actions comme ça. Donc ils repartent le soir et leur voiture elle est propre sur le parking et on n'a rien dit. Voyez. Et pour les autres, ils comprennent pas. Ils disent pourquoi il y a des salariés qui se font nettoyer leur voiture. Et c'est parce qu'ils viennent à 2 ou à 3 dedans et que ça économise autant de tonnes de CO2. Donc voilà sur le pardon. Ah ouais, mais à chaque fois j'oublie. Ouais, c'est là. Pardon. Voilà. Alors, ce qu'on a fait aussi sur le véhicule électrique, c'est peut-être là l'originalité, parce que les solutions 2 minutes. Les solutions dont je vous ai parlé avant, finalement, elles sont assez classiques, mais encore une fois, là, on les a mises en place. Mais on a fait 2 achats groupés de véhicules électriques. Alors, un premier achat où l'entreprise a acheté 40 Smart électriques, donc des Fortwo et des Forfort. Et pareil, nous sommes un établissement financier, donc on a construit un produit locatif en LOA, toujours sur les Smart, sur 3 ans. Et on a vendu les 40 Smart en 15 jours. Donc, on était déjà passé à une 50aine de véhicules électriques de nos salariés. Ça a tellement bien marché, on s'est dit on va continuer, on va voir jusqu'où on peut aller. Et on a acheté 40 Zoé. Donc la toute nouvelle Zoé, 400 km d'autonomie, une voiture incroyable. Et on a acheté 40 Zoé et on les a revendus en 15 jours, 3 semaines. Donc aujourd'hui, vous faites 40 Smart plus 40 Zoé, ça fait déjà 80 voitures électriques, plus les voitures électriques que nos salariés avaient déjà, quelques Nissan Leaf, j'ai vu, quelques Kia, etc. Eh bien, on a aujourd'hui 100 salariés qui viennent travailler régulièrement en véhicule électrique. Donc ça représente un pourcentage, pas mal. On a installé 40 bornes de recharge électrique sur notre parking. Et voilà, donc je
pense qu'aujourd'hui, en termes de parking privé, je parle privé, on est peut-être en pourcentage celui le plus élevé en France, occupé par des véhicules électriques. Donc nos salariés ont la possibilité de se recharger gratuitement. Évidemment, maintenant, si je ne dis pas de bêtises, l'URSSAF, c'est plus un avantage en nature. Donc on peut recharger gratuitement sur son parking. Et dans le cadre du programme Advenir, c'est un message pour les entreprises, vous pouvez vous faire rembourser une bonne partie du coût de l'installation de ces bornes. Donc c'est pareil, on veut continuer sur cette lancée. Et c'est pour ça en fait que le message que j'ai aujourd'hui, c'est à travers le réseau Alliance et à travers Déclic Mobilité, ce qu'on s'est dit chez CGI Finance, c'est que maintenant on avait une mission supérieure, je ne sais pas, mais on veut inspirer d'autres entreprises, les aider, parce que nous, si vous voulez, on a dû tout tester en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait déduire des charges, je vous parlais du programme Advenir, qui contacter pour les bornes, etc. Donc c'est toutes des questions auxquelles on a répondu. Et aujourd'hui, on est capable, en tout cas, on a cette volonté d'aider les entreprises de la région, peut-être dans un premier, mais bon, ça peut être en France, n'importe où. À aller dans cette démarche vers une mobilité plus douce de leurs salariés. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je ne sais pas. Et puis alors on a encore d'autres petits projets, mais j'en parle très très rapidement. Donc ça serait remboursé maintenant, on peut aussi avec la nouvelle loi mobilité rembourser plus de 50% du transport en commun. Donc c'est pareil, ce ne sera pas un avantage en nature pour le salarié. Donc nous on va aller jusqu'à 90%, je pense, du remboursement du transport en commun pour nos salariés. Et dans le même temps, donc on a lancé un groupe de travail avec des étudiants de la Cato, de l'université de la Cato de Lille, pour nous aider justement à mieux comprendre la mobilité du futur et à mieux comprendre comment on va pouvoir la financer et à développer ensemble un produit qu'on pourrait dire vert, ou en tout cas plus vert, à destination de nos futurs clients. Et voilà, donc on veut continuer dans cette démarche et avoir maintenant un impact plus positif sur la société. Merci Loïc. On dévoile les résultats ? Tu avais une dernière slide, je crois, avec... Oui. Alors, est-ce qu'on a atteint les... Voilà, est-ce que je vais pouvoir rester ? Alors, oui, sur la voiture seule, oui. Alors, en plus, avec le télétravail, on n'en a pas parlé, mais la mobilité zéro, c'est un gros facteur de non-rejet de CO2. Donc oui, aujourd'hui, on est même en dessous de 60% d'autosolisme thermique. D'autosolisme thermique, j'aurais dû préciser. Sur la voiture partagée, je vous l'ai expliqué, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, mais on va aller plus loin, vu le contexte. Par contre, on a un projet également, alors en autopartage également, avec un loueur courte durée. L'idée, ça serait que les salariés, on implanterait directement une agence sur notre parking, et les salariés pourraient autopartager leur véhicule. Donc c'est un projet qui va être en cours en 2021. Alors la mobilité douce, alors le vélo, oui, alors là ça a explosé. Le vélo, on est largement au-dessus de ça. C'est-à-dire en plus des 30 vélos qu'on prête gratuitement à nos salariés, on a au moins autant de salariés, voire plus, qui viennent aussi avec leur propre vélo musculaire aussi pour la plupart. Donc c'est vraiment un gros changement de société. Ça. Sur le vélo, c'est là où ça a été le plus fort. Et sur le transport en commun, oui, alors c'est pareil, ça a augmenté, mais je pense que justement ce levier de rembourser à 90%, et là encore ça va créer un avantage, on va dire pour pécunier, pour le salarié, ça va permettre d'aller jusque-là. Donc voilà, je peux peut-être rester encore un peu. Merci Loïc, bravo. J'espère que tu vas rester, tu pourras continuer à défricher et à partager tes retours d'expérience. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc j'avais prévu un petit moment d'échange sur aussi vos démarches respectives chez Partenord et EDF, mais je pense qu'on pourra organiser une autre rencontre dans le cadre de Déclic Mobilité pour en parler. Je crois qu'Emmanuel avait une question quand même pour finir. Oui, une question, mais surtout bravo d'abord parce que c'est une belle initiative. Nous, on est très promoteurs de cette mobilité douce et mobilité électrique en particulier. Vous en parlez très bien, mieux que moi, donc bravo. J'étais juste pour signaler parce que j'ai pris quelques idées pour justement
inciter les salariés finalement de façon douce à s'orienter vers ce type de... Vous avez mis en place des idées intéressantes. Nous, on a écouté aussi nos salariés, c'est juste pour échanger aussi avec vous. Sur le vélo, effectivement, ça se développe pas mal. Ce qui a été souhaité, ce qu'on a mis en place, c'est certains salariés ont souhaité pouvoir se changer, avoir une douche, parce que certains en profitent pour faire du sport. Donc on a installé sur chacun de nos sites un genre de vestiaire sur lequel ils peuvent se changer. Avec le développement du vélo électrique, nous, certains de nos parkings sont ouverts aussi. Donc le souhait, le vélo électrique, ça a quand même un certain coût. Le souhait, c'était d'avoir des parkings sécurisés aussi pour les vélos, pour trucs. Donc on a mis ça en place aussi pour encourager ce type de mobilité. Donc, écoutez, bon, j'ai pris de bonnes idées. Merci de celle-là. Et effectivement, peut-être qu'on refera à ce moment-là un débat autour de ça. Je pense qu'il y a de quoi animer au moins une table ronde d'une bonne heure sur le sujet, j'ai l'impression. Juste un petit mot pour appuyer. Donc, d'une part, effectivement, ce que vous avez développé sur les vélos électriques qui permettaient de effectivement ne pas arriver au travail, et ce qu'a rajouté Emmanuel sur l'importance aussi de pouvoir avoir des vestiaires ou des douches pour ceux qui arrivent en vélo musculaire, comme vous dites, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions par la suite. C'est important, c'est quelque chose qu'on a repris aussi, là notamment sur notre nouveau siège. Et je vous appuie aussi sur la démarche du remboursement des transports en commun. C'est quelque chose qu'on a mis en place nous aussi depuis quelques années. Donc au départ, on a été au-delà des 50%, on remboursait 75% des abonnements mensuels et on est passé à 100% et on voit vraiment une adhésion du coup beaucoup plus importante des salariés sur le transport en commun. Donc je pense que c'est une bonne démarche. Alors, je vois qu'on a une question du public. Alors, Mathilde qui nous demande, donc déjà qui remercie tout le monde pour l'intervention. Loïc Pinchard, donc question pour toi. Toutes ces solutions que vous avez mises en place pour vos salariés sont-elles viables pour l'entreprise? Quel réel coût ont ces solutions pour l'entreprise? Très bonne question, Mathilde. En fait, justement, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas que un coût. Alors effectivement, un vélo électrique, c'est 2 000 €. Vous calculez x 30 et vous avez une idée de l'investissement. Une borne de recharge, c'est à peu près 1 200 € hors frais de structure où on a dû passer des câbles, etc. Donc oui, ça a un coût. Maintenant, il existe plein de des systèmes qui sont tout à fait légaux. Hein, c'est pour ça que système n'est pas le bon nom, mais de possibilités de trouver d'outils. Voilà, merci. D'outils qui permettent de réduire un peu ces coûts. Je vous parlais du programme Advenir. Nous, sur les vélos électriques, on a engagé une action avec le groupe Société Générale qui permet de récupérer une partie sur la taxe carbone, hein, puisqu'on a réussi à prouver que ça permettait d'émettre moins de CO2. Donc, on s'est fait rembourser une partie comme ça. Voilà, ça, c'est sur la partie purement comptable. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas seulement un coût, parce qu'encore une fois, les répercussions que ça va avoir en termes de qualité de vie au travail, en termes de sociabilisation, en termes de santé même, hein, pour nos salariés, c'est important. Si on prend le vélo, par exemple, des études ont démontré que vous avez 41% de chances de mourir prématurément, sauf si vous faites écraser, mais de mourir par un camion, je sais pas, mais de mourir prématurément si vous venez au travail chaque jour en vélo. Je vous parlais de la marque employeur tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que nous, quand on recrute des jeunes aujourd'hui, on leur dit, bah oui, vous pourrez télétravailler un jour ou peut-être 2 par semaine bientôt. Et en plus, on va vous prêter un vélo gratuitement ou on va rembourser effectivement votre transport en commun, etc. C'est pareil. Là, vous attirez plus facilement des jeunes talents. Ensuite, en termes d'image aussi, même pour les salariés, le retour d'image de leur
propre entreprise est quand même là aussi quelque chose qu'on peut valoriser dans ces actions. Donc c'est pas seulement un coût, c'est vrai qu'il y a un coût, mais encore une fois, il existe plein d'astuces pour... alors moi après je suis pas comptable à la base, mais je sais qu'il y a des frais qui sont déductibles, voilà. Et dans le même temps, il faut voir aussi tout le côté, ce que ça va apporter de plus. Je sais quelqu'un qui vient travailler en vélo est plus ponctuel, c'est prouvé, hein, donc il ne va pas être en retard parce qu'il sait exactement le... Voilà, donc c'est un salarié qui ne va pas être en retard. Et de ce que j'avais vu, il sera 3 jours absent en moins qu'un salarié qui vient travailler en voiture. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, hein. Et voilà, en plus, il entretient sa forme physique et c'est vrai que voilà, ça joue. Merci Loïc pour ces éléments. Et on aurait pu encore creuser sur les coûts évités liés à la gestion des voitures. Malheureusement, on arrive à la fin de l'atelier. Donc, je me laisse le petit mot de conclusion quand même. Je vous remercie tous les trois. Je remercie Amélie aussi qui nous a rejoints en visio. Malgré les problèmes de connexion qu'on a pu avoir, on a réussi à avoir une intervention qualitative. Donc, merci à tous. On pourra retrouver cet atelier en replay. Hein, donc, si vous voulez aussi le revisionner, le repartager, c'est possible. Et voilà, et on continuera la mise en lien. Donc, moi, je me suis engagée publiquement à vous refaire intervenir sur des questions de management de la mobilité. Voilà, c'est dit et c'est officialisé. Merci à tous les trois. Et voilà, on continue avec un atelier dans un quart d'heure sur la logistique durable. Donc ceux qui veulent faire une petite pause et se reconnecter pourront aussi le faire. Merci.